Sur ce webinaire consacré à Revit, donc un logiciel BIM, bâtiment, architecture. Alors, je me présente, Alain Bornet, moi je suis le responsable commercial de Geomédia. Pour ce webinaire, je serai accompagné de Elie Jakiki, qui est ingénieur d'application AEC. Et je remercie aussi Chloé Lambel qui organise ce webinaire. Alors, vous aurez la possibilité de poser des questions tout le long de la présentation via un petit bouton Q&A en bas de votre écran. Alors, par contre, on y répondra à la fin de la présentation. Alors, avant de commencer la démonstration proprement dite de Revit, quelques mots sur la société. Geomédia donc, fait partie du groupe Sogelink Géodésial, qui est issu de la fusion de Sogelink d'un côté, Géodésial de l'autre. Alors, pour rappel, Sogelink, en fait, c'est un éditeur de solutions numériques qui sont adressées aux professionnels des infrastructures, des chantiers, du patrimoine. Sogelink édite des logiciels comme DICT.fr, bien connu, c'est vraiment le leader dans tout ce qui est déclaration et suivi de chantier. On va trouver des logiciels comme Land2Map aussi, qui est une application de tablette pour le lever de terrain, pour la plantation de chantier, ou GeoSnap, par exemple, qui est une plateforme de photogrammétrie en mode SaaS. Géodésial, c'est Geomédia, c'est Geomonsura, c'est Block in Block. Block in Block, c'est une application BIM, c'est une plateforme collaborative dédiée aussi à tout ce qui est réalité virtuelle, réalité augmentée, ce qui est en pleine continuité avec Revit, dont on parle aujourd'hui. Alors, l'idée de la fusion de ces deux groupes, en deux mots, c'était vraiment de profiter de la complémentarité des différentes solutions afin d'offrir à nos clients une chaîne complète de logiciels. Le but, c'est vraiment de simplifier, d'optimiser le travail de chacun. On en profite aussi pour regrouper tous les forces recherche et développement. On va pouvoir proposer des offres plus innovantes. Le but, on va essayer d'accompagner nos clients dans la transition numérique, dans le BIM. Bon, le but, c'est clairement de créer un leader européen au niveau de la construction tech, et on veut aller vers plus de logiciels performants pour simplifier la vie sur tout ce qui est travail métier. On veut aller vers des plateformes d'échange collaboratives. On veut apporter l'intelligence, on veut apporter la donnée sur le terrain via des solutions mobiles. Alors, on a des agences un petit peu partout en France, à l'étranger. Ça nous permet d'avoir une présence terrain accrue et d'être le plus proche possible de nos clients. Alors, au sein de ce groupe, Geomédia a deux casquettes. On est à la fois éditeur de logiciels. On va avoir Covadis, dédié à tout ce qui est aménagement urbain, VRD. Autopiste pour l'infrastructure routière. GeoGex, plus pour les géomètres. Et GeoRail pour l'infrastructure ferroviaire. On est aussi partenaire Autodesk et à ce revendeur, et on est organisme de formation pour tous les logiciels concernés par l'AEC Collection, que ce soit AutoCAD, Revit, dont on parlait aujourd'hui, InfraWorks, Recap, Navisworks. Voilà, quelques mots, la société. Je vais laisser maintenant la parole à Elige pour la démonstration proprement parler Revit. Elige, à toi la parole. Merci Alain. Je vais partager l'écran. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Ok, donc là, aujourd'hui, je vais vous présenter les principales fonctionnalités qu'on va retrouver dans Revit pour vous donner une certaine idée de ce logiciel et de la méthodologie qu'on adopte qui est le BIM. Donc, tout d'abord, on va parler un peu des avantages du BIM pour passer à l'interface Revit, vous montrer déjà l'interface, comment on connecte, on peut accéder au projet, qu'on peut localiser ou sauvegarder soit sur le cloud, soit sur des serveurs. Et puis, vous montrer quelques fonctionnalités de modélisation, des éléments de base, mais aussi des éléments plus avancés. Puis, pour passer à quelques fonctionnalités reliées à la visibilité, au rendu, des tableaux de surface, etc. Pour finir avec quelques notions sur la collaboration
avec d'autres co-traitants, d'autres utilisateurs, en utilisant donc le format Revit, mais d'autres formats également. Donc, rapidement, donc, les avantages du BIM, on fait face tous à cette demande qui augmente en fait pour tous les bâtiments, les constructions, l'infrastructure, les équipements. Et donc, le secteur mondial de l'AC doit s'adapter face à des projets de plus en plus complexes et un temps de livraison qui devient de plus en plus réduit avec plus de réglementation, notamment celles reliées à l'environnement, et les clients qui sont de plus en plus, qui demandent en fait de plus en plus d'attentes. Et donc, c'est pourquoi le BIM devient de plus en plus important aujourd'hui. Et avec Revit, on va voir en fait l'optimisation du flux de travail grâce à l'automatisation des tâches qu'on va voir rapidement aujourd'hui, ce qui va mener à moins d'erreurs créées lors du développement du projet, une meilleure collaboration avec des co-traitants, parce que justement, on travaille avec des familles et des éléments reconnus et interopérables avec d'autres logiciels. Une meilleure planification et un meilleur contrôle du budget. Pareil aussi, en adoptant le BIM, on a de plus en plus de possibilités de répondre à plus d'appels d'offres. Donc là, pour passer à Revit, donc, tout d'abord, je vous montre l'interface. En haut à droite, à gauche, on va voir la barre d'outils rapide. Et puis à droite, donc, on a l'Info Center avec toutes les informations liées au compte et à la licence. Puis donc le ruban des outils, c'est là où on va retrouver les principales fonctionnalités liées au métier, donc architecture, tout ce qui est lié aux murs, etc. Tout ce qui est lié à la notation, pour faire des analyses, pour modéliser donc, le site avec des composants, des terre-plans. Tous les outils liés à la collaboration, si on souhaite travailler avec un fichier central et des fichiers locaux, donc travailler en équipe sur un même fichier, et plein d'autres. Puis donc là, la palette des propriétés, c'est une fonctionnalité assez importante parce que c'est là où on va retrouver toutes les propriétés liées à l'élément sélectionné, donc à la famille avec laquelle on travaille. Et puis donc l'arborescence du projet, là on va retrouver toutes les vues, soit les vues en 2D, donc les plans, qu'on peut renommer, qu'on peut créer, paramétrer selon chacun. Et puis les vues en 3D, pareil, on a plusieurs options de paramétrer donc des vues éclatées, voir en fait les vues avec tous les fichiers liés qu'on va rajouter au projet. On va retrouver les coupes, les vues d'élévation, donc les façades, les tableaux les nomenclatures, donc les tableaux de surface, de quantité, les feuilles de rendu, toutes les familles qu'on va insérer dans le projet et tous les fichiers liés. Et à chaque fois qu'on clique sur une vue, on voit une fenêtre qui va s'ouvrir pour faciliter la transition et le travail entre plusieurs vues. Et finalement, en bas, on retrouve la barre de contrôle de vue qui contient toutes les fonctionnalités liées aux propriétés de visibilité. Par exemple, dans une vue de plan, on peut déterminer le niveau de détail, donc soit faible, soit élevé, donc selon aussi l'échelle dans laquelle on va travailler. Également, donc dans les vues 3D, on peut définir aussi le système, soit avec des ombres, soit avec les matériaux réalistes qui apparaissent. On peut aussi donc, activer les ombres ou pas. Pareil, donc voir en fait tout ce qui est lié à la visibilité, pouvoir voir en fait les éléments cachés dans une certaine vue pour les pouvoir sélectionner et les réapparaître dans des vues précises. Par la suite, là, on a vu l'interface, comment on se connecte ou bien on ouvre un projet. On a la possibilité soit d'ouvrir et d'accéder au projet en cours assez rapidement,
ou bien de créer des nouveaux projets et aussi des nouveaux gabarits. Et le gabarit nous permet de prédéfinir quelques fonctionnalités, comme par exemple l'arborescence, les vues, pour faciliter la création des nouveaux projets. Et pareil, on peut accéder aux projets qui sont stockés sur le cloud. Et ceci va nous permettre de pouvoir ouvrir les fichiers depuis n'importe où et à n'importe quel moment. Donc, une fois on a vu l'interface, on passe à la modélisation. Tout d'abord, en fait, c'est assez facile de paramétrer, de mettre en place les unités du projet avec le système d'arrondissement, etc. Et puis, passer au quadrillage. Pareil, donc de mettre en place tous les éléments de base avant de commencer à modéliser. Là, pour le quadrillage, on va voir que on dessine une seule fois et on va le copier sur les plusieurs niveaux du projet. Donc là, on a la possibilité de créer différents axes par décalage ou bien de redessiner. On retrouve en fait les nomenclatures qui se créent automatiquement. Donc pareil pour tous les axes. Donc on a le choix de définir les distances. Et puis par la suite, plusieurs possibilités de modifier, donc soit éteindre, soit par exemple déplacer un seul axe, ou bien déplacer tous les axes ensemble dans une certaine vue. Et donc par la suite, ce qui est facile à faire, c'est qu'une fois on a mis en place en fait les axes, les nomenclatures, on va les copier sur tous les niveaux. Donc dans ce projet test, on va retrouver 3 niveaux avec le niveau RDC. Et finalement, donc ajouter les cotes, les dimensions pour ces axes. Et ce qu'on va voir là, c'est qu'une fois tout est mis en place, chaque modification faite va automatiquement mettre à jour les dimensions, par exemple, dans cet exemple-là. Pour vous montrer un élément assez simple, les murs, donc là, on va accéder à partir du ruban architecture. On va retrouver qu'on a la possibilité de paramétrer dès le début toutes les propriétés. Par exemple, définir la hauteur de ce mur, qui dans ce cas-là va toujours être connecté au niveau 1, au niveau plus haut. Ce qui veut dire qu'à chaque moment du projet, si on souhaite modifier la hauteur du niveau, les murs seront toujours attachés et automatiquement vont se mettre à jour. Donc pareil, on a mis en place les propriétés, si on a besoin de décalage par rapport à certains niveaux. Et le dessin se fait par la suite avec la possibilité donc, de définir aussi les paramètres de vue. Donc on dessine en 2D et on a automatiquement toutes les données en 3D qui se créent. Par la suite également, donc, je vous montre rapidement la modélisation des dalles. Pareil, on est dans le ruban architecture, sol. On choisit dalle architecture. On a la possibilité de choisir le type de dalle qu'on souhaite par rapport à l'épaisseur, matériaux, etc. Et pour donc modéliser, on a soit le choix donc, de créer directement des rectangles ou par des lignes, ou bien de choisir des lignes existantes. Par la suite, on continue avec les portes également. Donc là, on est toujours avec des familles et des éléments assez simples. Et donc là, en choisissant aussi depuis la barre des propriétés la typologie du porte, on va directement les insérer dans notre plan avec plusieurs possibilités d'inverser le sens, de changer après leur localisation, les cotes, les dimensions, etc. par rapport au mur. Donc là, on a vu un peu comment on a inséré des éléments. Ce sont des familles. Donc dans ce cas-là, pour continuer avec, par exemple, les fenêtres, on va trouver que, par exemple, là, on n'a pas vraiment beaucoup de choix.
Donc, on a la possibilité de charger des familles de fenêtres. Avec Revit 2022, une fois on l'installe, on va retrouver une bibliothèque assez complète avec plusieurs familles. Après, par la suite, chacun peut créer ses propres familles, ses propres éléments, ou bien importer des familles des co-traitants ou des entreprises. Donc là, on a importé un type de famille. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est dupliquer et modifier aussi. Donc, créer de plusieurs autres versions qu'on va modifier. On va peut-être changer quelques petits détails ou modifier les dimensions. Donc, on a la possibilité de changer le dessin et puis recharger dans le projet. Donc, jusqu'à maintenant, donc, je vous ai montré quelques éléments simples, les murs, la notion des familles. Si on passe à modéliser des éléments un peu plus complexes, comme par exemple les escaliers, là, en fait, on commence par créer des plans de référence qui vont faciliter notre travail au début. Et pareil, donc on choisit le type d'escalier qu'on souhaite. On peut prédéfinir la largeur du palier, la hauteur des contremarches, le nombre de paliers aussi qu'on souhaite. Et donc, le dessin se crée automatiquement, inclut aussi donc, les garde-corps. Donc là, on a la vue en 2D et si on passe en 3D, on va pouvoir visualiser le premier dessin créé de cet escalier. Par la suite, on a la possibilité, bien sûr, de changer, par exemple, le type de garde-corps. Par exemple, dans ce cas-là, on a un escalier qui longe le mur. Donc, on a la possibilité soit de supprimer une partie ou bien de venir, par exemple, esquisser et dessiner un petit détail en plus pour modifier encore plus le dessin. Et donc, la création de la coupe est assez rapide. Directement, en fait, on passe à la vue de coupe. Ce qui est intéressant aussi avec Revit, c'est qu'on peut lier directement les escaliers à tous les niveaux du projet. Et par la suite, on a la possibilité de faire des modifications soit sur une seule partie de cet escalier. Par exemple, dans ce cas-là, où on a par exemple un étage qui est différent de l'autre, soit l'intéressant, c'est que chaque modification après faite sur, par exemple, les contremarches sera appliquée sur tout l'escalier d'un seul coup. Donc, dans une certaine phase du projet, si on souhaite, par exemple, modifier la hauteur des contremarches, on n'a pas à redessiner tout l'escalier. Et finalement, on va donc créer la cage d'escalier pour finaliser le dessin ci-dessous. Pour passer donc à la troisième partie, pour parler un peu de quelques propriétés de visibilité pour documenter donc, le projet, on a la possibilité de mettre en place des gabarits de visibilité. Donc, dans la fonctionnalité visibilité et graphisme, on a la possibilité, par exemple, d'éteindre certains éléments dans certaines vues. Par exemple, si on ne souhaite pas voir l'escalier dans une certaine vue, par exemple. Et puis, créer un gabarit, sauvegarder tous ces paramètres-là et appliquer ce gabarit à d'autres vues. Par la suite aussi, là, on a la possibilité de faire des modifications sur les lignes en plan. Par exemple, changer l'épaisseur des lignes des murs ou bien changer leur couleur dans une vue de plan. Ce qui va permettre aussi
paramétrer les vues selon chacun. La création des pièces, donc là on est toujours dans tout ce qui est documentation. Une fois qu'on a créé donc, les espaces avec les murs, la création des pièces se fait assez rapidement, donc soit manuellement, soit automatiquement. Il va reconnaître les pièces. Par la suite, il nous reste juste à changer donc, les noms pour définir les fonctions de chaque projet. Et donc, on obtient des données assez complètes parce que chaque pièce va nous fournir déjà donc, la fonction, mais aussi donc, la surface, le volume. Et donc, comme on vient de voir, on peut créer, dupliquer une vue qui sera spécifique pour le plan de fonctionnalité et inclure une légende avec des couleurs spécifiques soit par fonction, soit par surface, etc. Une fois on a créé les espaces, on peut venir créer un tableau de surface ou bien, dans ce cas-là, créer un tableau pour, euh, pour n'importe quelle famille ou quel champ dans le projet. Dans ce cas-là, par exemple, on a choisi les fenêtres. On a la possibilité de choisir quel champ inclure dans le tableau. Dans ce cas-là, on souhaite voir la famille des fenêtres, la hauteur par rapport à l'appui, la largeur et le niveau dans lequel se retrouve cette fenêtre. Donc, avec cette fonctionnalité de nomenclature, on va se retrouver avec le tableau des fenêtres. Dans ce projet, qui est un projet assez petit, on retrouve un tableau plus ou moins lisible, mais avec des grands projets, pour ne pas se perdre, on a la possibilité de trier les éléments. Donc là, on a trié par niveau, toutes les fenêtres du niveau 0, niveau 1. On a la possibilité à chaque moment donc, de changer l'ordre des champs dans ce tableau-là, de rajouter de nouveaux champs possibles. Par exemple, on rajoute un champ pour les commentaires. Et par la suite également, on a la possibilité d'éteindre certains champs ou masquer certains champs dans une certaine vue. Par exemple, là, vu qu'on a filtré par niveau, on a masqué le champ niveau dans cette vue-là. On a la possibilité donc, de paramétrer aussi les unités des dimensions dans ce tableau-là. Et pareil, donc, changer les couleurs, la taille des textes, des titres, etc. Et donc, comme on est dans une méthodologie de BIM, chaque élément qui se retrouve dans ce tableau-là est lié à cet élément qui est présent dans toutes les vues. Donc, si on sélectionne une fenêtre dans le tableau, on pourra la visualiser dans le plan, mais aussi dans la vue 3D. Et ce qui est intéressant, c'est que n'importe quelle modification faite dans une certaine vue sera automatiquement présente et mise à jour dans toutes les vues du projet. Donc là, on a changé les commentaires dans la vue 3D, on les retrouve dans le tableau. Également, donc si on rajoute une fenêtre dans le plan, par exemple la fenêtre identifiant 55, elle sera automatiquement rajoutée dans le tableau de nomenclature. Et si on la supprime du tableau, elle sera automatiquement supprimée donc dans toutes les vues, la vue du plan, la vue de 3D, etc. Une fois le projet est mis en place avec tous les éléments, on va créer des feuilles avec les cartouches pour des rendus. Donc, au début, on a la possibilité de mettre en place toutes les infos et puis charger des nouvelles feuilles, des cartouches pré-créées et rajouter donc la vue qu'on souhaite dans, dans le projet. On a la possibilité soit de glisser depuis l'arborescence, soit de choisir depuis l'onglet Vue. Et donc, ce qui est intéressant et ce qui facilite le workflow, c'est qu'à chaque moment, on peut
changer l'échelle qui sera automatiquement donc présentée dans la cartouche. Et on a la possibilité de modifier les textes soit dans la cartouche, soit dans la barre de propriété. Donc, pareil, on a la possibilité soit de rajouter une nouvelle feuille depuis l'arborescence, soit depuis la barre de ruban de vue. Et pareil, rajouter d'autres éléments, par exemple les tableaux de nomenclature, les nomenclatures qu'on a créées. Et donc, par la suite, former toutes les feuilles qu'on souhaite, les feuilles de façade, les feuilles de plan avec les échelles, les feuilles contenant par exemple les vues en 3D qu'on va avoir par la suite. Donc, une fois on a créé toutes les feuilles avec les cartouches, on a la possibilité de les exporter en PDF. On a la possibilité soit d'exporter la feuille actuelle, soit créer un jeu ou un paquet prédéfini. Dans ce cas-là, on peut le renommer et par la suite choisir quelle vue et quelle feuille on souhaite inclure dans ce PDF. On a la possibilité de filtrer par type, soit les vues 3D, les vues 2D et soit les feuilles. Et une fois on est satisfait, on a juste à choisir donc, ce paquet, remplir donc, les cases avec le nom, choisir la taille de la page et exporter. Avant de passer à la collaboration, un des principaux sujets sont les vues. Pareil, donc, comme on a vu en dessinant en 2D, on a automatiquement la vue 3D qui se crée. On a la possibilité de prédéfinir des vues de caméra et par la suite, préciser la taille du cadrage de cette vue qui va définir aussi par la suite la résolution. Et pour mettre en place et finaliser le point de vue, on a donc un outil qui nous permet, par exemple, de se déplacer dans cette vue, par exemple, de tourner, de mettre en place vraiment le point de vue de la caméra qui nous correspond. On a la possibilité de retourner en arrière pour vraiment faciliter le workflow. Et ce qui est important aussi, c'est que quand on fait des modifications pareilles, on risque de changer la hauteur de la caméra par rapport au sol. Donc, pour garder un point de vue, une élévation de l'œil, on a toujours la possibilité de remettre en place dans la barre de propriété. Une fois on est satisfait par ce cadrage, on a dans la barre de propriété la possibilité de rajouter quelques éléments de visibilité et de graphisme. On pourra, là, si on souhaite vraiment rester dans un type de rendu d'esquisse, on pourra mettre en place, par exemple, quelques couleurs pour le ciel, prédéfinir quelques propriétés pour donner cet effet d'esquisse. Ou bien sinon, par la suite, on va voir comment on va créer un rendu réaliste. Quand on est satisfait, on va venir bloquer ce cadrage pour ne plus faire des modifications sur ce point de vue. Donc là, par la suite, pour faire un rendu réaliste, on a soit la possibilité de cliquer sur rendu qui se trouve dans la barre de visibilité ou soit dans le ruban ci-dessous. Pour commencer, donc, on a plusieurs choix de qualité. Là, pour vous montrer un exemple, donc, on va rester sur la qualité brouillon. Et ce qui est important, c'est de bien prédéfinir les paramètres d'éclairage. On a la possibilité de créer un rendu d'un bâtiment extérieur avec justement le soleil uniquement ou bien rajouter des éléments d'éclairage artificiel.
Et pareil, on a la possibilité de localiser le projet pour un rendu plus réaliste et définir une date, un jour, si on souhaite vraiment avoir un rendu avec une lumière d'hiver ou une lumière d'été. Pareil, donc préciser l'heure de la journée avec donc plus de paramètres et définir en fait tous les paramètres liés à l'éclairage. Concernant l'arrière-plan, donc le ciel qu'on va visualiser, on a plusieurs possibilités avec des nuages, etc. Et on va lancer le rendu qualité brouillon qui ne va pas prendre forcément beaucoup de temps. Après, on a la possibilité de contrôler quelques éléments une fois le rendu terminé, par exemple la valeur d'exposition, le contraste, saturation, etc. Et donc, une fois on est satisfait par tous ces paramètres mis en place, on va lancer le rendu final avec une qualité supérieure. Et donc, dépendamment de chaque machine et ses configurations, ça prendra entre 10-15 minutes. Et pareil, à la fin, on a toujours la possibilité de changer les paramètres. Une fois satisfait, on peut soit enregistrer sous une image, soit enregistrer cette vue dans le projet en tant que vue dans l'arborescence. On pourra venir voir donc, dans rendu la vue perspective qui est créée, qui va nous permettre par la suite de l'inclure dans une feuille précise avec une cartouche, etc. Et pour exporter, sinon exporter, on a la possibilité d'exporter en JPEG, en TIFF, en PNG. Pareil, donc finaliser avec les nomenclatures des cartouches, etc. Finalement, donc, là, on a vu quelques sujets concernant les fonctionnalités de modélisation. Puis par la suite, un sujet très important, c'est collaborer avec d'autres collègues ou d'autres co-traitants. Donc là, tout d'abord, on a la possibilité de lier des fichiers Revit. Donc, si on travaille par équipe, chaque équipe travaille sur un projet, ou si on travaille avec des co-traitants, ce qui est faisable avec Revit, c'est de pouvoir lier des fichiers Revit dans une seule maquette. Dans ce cas-là, on voit en fait le premier bâtiment qui est aussi donc, un fichier lié, puis on va venir lier un autre bâtiment. On a la possibilité aussi de prédéterminer le positionnement dans cette nouvelle maquette. Donc là, dans ce cas-là, on va garder origine vers origine. Et donc par la suite, une fois qu'on va lier le projet, on va juste le mettre, bien le positionner dans le site avec quelques outils liés à la modification. Donc on va peut-être le déplacer à côté et puis venir l'aligner par rapport au site existant. Donc, on choisit les deux points, ou bien les deux murs auxquels on va aligner le projet. Donc, le projet est aligné en vue de plan. C'est important aussi de vérifier en façade. Donc, dans ce cas-là, on a le bâtiment qui est légèrement décalé par rapport au niveau du sol. Donc, pareil, on va venir l'aligner avec l'outil alignement qui se trouve dans Modifier pour l'aligner avec le niveau sol du site. Donc, une fois il est mis en place, on a la possibilité de gérer tous ces liens Revit. Pareil, donc d'autres liens, les liens CAO, IFC. On a la possibilité de supprimer le fichier, de le décharger. Donc, c'est de le décharger d'une certaine vue, mais il est toujours présent si on souhaite. Et puis, donc, le recharger assez facilement. Pareil, donc dans la gestion des liens, au cas où, par exemple, il y a des modifications qui ont été faites sur ce fichier, on a toujours la possibilité de recharger, donc de mettre à jour ce projet sans perdre en fait son localisation. Donc, une fois on l'a mis en place, on l'a aligné, on pourra toujours le mettre à jour assez facilement.
On peut aussi lier des fichiers CAO. On a la possibilité soit de lier, soit d'importer. Importer va inclure tout le fichier dans le projet Revit. Donc, ce qui est mieux, c'est toujours de lier pour toujours avoir la possibilité de contrôler ce fichier. Donc, comme on a vu, de pouvoir le décharger, le recharger quand on veut. Pareil, on a la possibilité de contrôler les calques qu'on souhaite inclure ou qu'on souhaite lier, les unités, si on souhaite conserver les couleurs, etc. Pareil, on va l'aligner pour bien le situer par rapport au nouveau site. Et une fois il est bien mis en place et bien aligné avec la maquette actuelle, donc on va pouvoir aussi l'utiliser. Ce qui est intéressant aussi par rapport au site, c'est qu'on peut utiliser la maquette AutoCAD inclus. On peut toujours, donc, par exemple, gérer ce lien, le décharger. Et donc, dans ce cas-là, on va créer un terre-plein sur le site Revit à partir de ce dessin AutoCAD. Donc, on a la possibilité donc, de choisir les lignes actuelles, finaliser le dessin. Donc, on sélectionne les lignes du fichier AutoCAD et on va créer le terre-plein. Après, on a la possibilité de venir faire des modifications, par exemple changer le décalage, etc. Donc, ça nous permet d'utiliser les fichiers AutoCAD liés pour modéliser la maquette Revit. Donc, également, on va venir compléter cette vue de site en rajoutant des composants comme des arbres. On choisit le type d'arbre. On peut, pareil, importer des nouvelles familles si on le souhaite. Donc là, on a une liste assez complète et pouvoir venir localiser ces arbres en retrouvant les points, les endpoints de AutoCAD. Avant de finir aussi, on a la possibilité de contrôler ce qu'on voit dans le fichier AutoCAD. On a la possibilité de choisir quel calque on souhaite garder ou quel calque on souhaite éteindre dans une certaine vue. Donc, dans ce cas-là, on a la possibilité de garder le projet lié et contrôler les calques qu'on souhaite garder visibles. Et finalement, une fois notre fichier Revit est fini, on a aussi la possibilité de l'exporter en DWG. Tout d'abord, on va venir prédéfinir le cadre qui va déterminer les éléments qu'on va exporter en DWG. Si on a des projets avec une échelle très très grande, l'intérêt, c'est de faire des petits cadres pour avoir des fichiers AutoCAD assez lisibles. Et puis, donc, on a la possibilité de définir les calques. Et si on souhaite exporter un fichier AutoCAD 3D, aussi de prédéfinir des paramètres. On va créer, donc, ou choisir quelles sont les vues qu'on souhaite exporter. Donc, on peut exporter les vues de plan, les façades, mais aussi on peut exporter des feuilles avec leur cartouche également. Donc voilà, donc dans ce cas-là, si on exporte les feuilles et les liens, donc on aura chaque vue dans une feuille qui va être créée en tant que fichier AutoCAD XREF. Une fois exporté, on va retrouver donc les éléments inclus dans le cadre qu'on a choisi avec les calques déjà prédéfinis et créés automatiquement. D'autres sujets liés à l'interopérabilité de Revit, à savoir qu'avec Revit, on peut exporter en fichier tel que le fichier GBXML pour l'utiliser dans Green Building Studio si on souhaite faire des analyses de performance énergétique.
Également, on peut exporter vers 3ds Max si on souhaite réaliser des rendus ou des animations plus élaborées. Et finalement aussi, ce qui est intéressant, c'est de parler de l'IFC. On a la possibilité d'exporter et d'importer des fichiers IFC dans Revit. Je vais parler un tout petit peu de ce format. Donc, c'est assez important puisque c'est une solution d'interopérabilité qui est de plus en plus mise en place et utilisée parce qu'elle permet cette collaboration entre des utilisateurs qui utilisent des logiciels différents. Donc, ce format, il répond à des normes internationales afin de pouvoir exporter et importer des fichiers en gardant leurs propriétés et toutes les données incluses. Donc, il réduit les pertes des informations pendant cette transmission de données. Et donc, une fois, par exemple, on exporte notre projet avec ses familles en format IFC, la personne qui va le recevoir va pouvoir l'utiliser sans perte d'informations et de données. Et donc, c'est très intéressant pour les utilisateurs qui travaillent avec Revit, mais avec d'autres personnes qui travaillent sur des logiciels différents, avec des formats différents. Donc, ça va leur permettre de collaborer efficacement. Merci beaucoup, merci à tous. J'espère que cette présentation était claire. Je vais maintenant laisser la place et la parole à Alain. Merci, Élie, pour cette présentation. Je vais juste reprendre la main pour montrer comme ceci. Si vous voyez mon écran, sur l'écran. Voilà, ça va être bon ici. Donc, juste pour dire qu'il y a deux programmes de formation qui sont organisés en début d'année, hein, deux fois sur 3 jours. Un programme initiation, un programme perfectionnement qu'on pourra vous envoyer aux gens qui le souhaitent. Les inscriptions sont déjà ouvertes et avec un programme comme ceci, hein, je ne vais pas détailler le programme, vous pourrez le retrouver. Donc, ce sera en début d'année, en janvier, 3 jours d'initiation et 3 jours perfectionnement. Je vous propose maintenant de passer aux questions-réponses. Donc, il y a quelques questions. Alors, moi, je vais poser les questions, mais je pense que c'est plutôt Elige qui va y répondre. Une petite question sur le géoréférencement au sens large, la possibilité de géoréférencer soit des maquettes, soit des nuages. On ne va pas forcément faire la démonstration, mais je pense qu'il y a tous les outils pour le faire. Oui, alors, oui, je n'ai pas parlé en fait de ce sujet-là, mais bien sûr, en fait, avec Revit, on a la possibilité déjà donc de lier des fichiers, soit en fait des plans de géomètres qui viennent de Civil 3D, donc des fichiers DWG, des nuages également, et donc on a 2 fonctionnalités dans Revit de pouvoir partager les coordonnées. Donc, le Share the Coordinate System. Donc là, dans ce cas-là, on pourra partager les coordonnées liées à ce plan de géomètre qu'on va lier ou insérer dans le projet. Des questions sur… Alors, il y a quelques questions qui tournent autour du VRD. Est-ce qu'on peut gérer les réseaux? Le logiciel est-il adapté à une utilisation VRD? Donc, clairement, Revit, c'est dédié au bâtiment, hein, à l'architecture. C'est un logiciel BIM lié donc, au bâtiment et à l'architecture. Mais par contre, le gros intérêt du processus BIM, le gros intérêt des formats IFC, hein, dont vous a parlé Elige, c'est justement de pouvoir faire collaborer les différents métiers, les différents acteurs. Et par exemple, vous allez retrouver dans Covadis tous les outils pour gérer le VRD et pouvoir communiquer avec Revit dans les 2 sens via ce format IFC, et donc traiter la partie bâtiment avec Revit, traiter la partie VRD, aménagement urbain avec Covadis, et pouvoir bien entendu communiquer et créer une maquette commune. Est-ce que
voilà, donc les réseaux dans Revit, bien sûr, on sait gérer des réseaux dans Revit. Hein. On sait gérer des réseaux liés au bâtiment, parce que ça s'appelle le MEP, en fait, dans la partie Revit. On l'a pas évoqué ici, mais il y a toute une partie dans Revit dédiée à ça, pour tout ce qui est évacuation d'eau, ce genre de choses, ou même des réseaux électriques ou chauffage, ou ce genre de choses. Hein. Donc, il y a aussi une partie MEP dans Revit. Des outils pour gérer l'existant, on parlait par exemple via des nuages de points. Donc, il est effectivement tout à fait possible de pouvoir insérer des nuages de points dans Revit et de pouvoir utiliser ce nuage de points pour aller construire la maquette liée à ce nuage de points. Moi, j'ai des vidéos que je pourrais fournir aux gens qui le souhaitent, hein, qui montrent un petit peu comment on peut, partant d'un nuage de points, modéliser un bâtiment en utilisant les fonctionnalités dont tu as parlé, Elige, hein, la création des niveaux, le fait de pouvoir s'accrocher sur le nuage de points pour dessiner les différents éléments métiers, soit les murs, des fenêtres, les portes, les escaliers, donc tout ce dont vous a parlé Elige. Donc oui, bien entendu, il y a la possibilité de pouvoir partir d'un nuage de points et monter la maquette à partir du nuage de points. Ensuite, des questions sur peut-on attacher à un objet Revit des documents comme un PDF, un raster, Elige? Là, je ne sais pas si la question, c'est… parfois, en fait, on peut mettre des liens, des hyperlinks avec la fiche d'information d'un certain élément, donc une armoire, etc. Donc là, on peut inclure ces infos dans la palette, dans la barre de propriété, oui. Et quand ça Dans ce cas-là, au format IFC, on récupère tous ces éléments si on veut pouvoir les récupérer dans un autre logiciel. Si la question est d'insérer des fichiers IFC, donc oui, non, je pense que l'idée, c'est plus de pouvoir lier de l'intelligence aux objets et lors d'un export ou ce genre de choses, pouvoir lier différents documents. Donc, les informations qui peuvent être les informations liées directement à l'objet lui-même, liées au métier. Mais oui, c'est ça, c'est tout à fait possible. Des hyperliens ou des genres de choses. Chaque famille aura avec elle toutes les infos, par exemple les PDF, tout ça, à rajouter dans la barre des propriétés. Et une fois on l'exporte, on garde toutes ces infos aussi. Est-il possible de rechercher un élément par son nom via une barre de recherche et de pointer puis zoomer sur ce dernier directement dans la maquette? Oui, avec Revit 2022, le moteur de recherche est assez avancé. Donc là, c'est possible en fait de rechercher dans l'arborescence des familles par nom. Oui. Est-ce qu'il gère la modélisation de terrain avec relevé géomètre ou nuage de points? Donc, clairement, souvent, la partie modélisation se fera plutôt dans un logiciel dédié à l'infra, comme Covadis par exemple, et ensuite pouvoir récupérer ce directement dans Revit. Et Revit va le récupérer en fait pour pouvoir ensuite s'appuyer dessus, sur utiliser le Z du modèle. En tout cas, c'est exactement. En fait, c'est plus recommandé de modéliser le terrain, l'infrastructure dans des logiciels plus dédiés à ça. Et puis, grâce à l'interopérabilité des fichiers avec Revit, l'idée, c'est d'incorporer tout dans une seule maquette. Donc, c'est ce qu'on recommande, en fait, oui. C'est de faire la modélisation, soit dans Civil 3D, soit dans Covadis. Tout à fait, oui. Et une question qui va avec, d'ailleurs, peut-il calculer des déblais remblais? Le calcul des déblais remblais sera effectivement plus dans un logiciel dédié à ça, comme Revit, lui, encore une fois, s'occupe plus de la partie bâtiment. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ensuite, des formations spécifiques. Oui, on peut faire des formations spécifiques. Hein. On peut faire des formations à la demande. Là, le programme que j'affiche, c'est un programme formation collective, en fait, avec
avec des éléments déjà connus, hein, mais il est tout à fait possible de caler des formations spécifiques dédiées à un projet en particulier. Il suffit de revenir vers nous, hein, de nous faire la demande pour qu'on puisse caler avec le formateur la formation en fonction du projet sur lequel on veut travailler. Dans Revit, peut-on créer un MNT en cliquant directement sur un nuage? Non. Je ne pense pas. Je ne crois pas qu'on puisse charger un nuage de points et faire un MNT directement sur le nuage de points dans Revit. Ou alors, il faut qu'il soit… Franchement, je pense pas. Ça ne sert pas à ça, de toute façon. Oui. Et faire un nuage de points… Faire un MNT à partir de nuage de points, il y a des fonctionnalités qui existent. Par exemple, dans Cobadis, il y a des fonctionnalités qui permettent de le faire directement. Par contre, il faut faire attention aux données qui sont évidemment dans le nuage de points. Il y a aussi des outils qui permettent de nettoyer le nuage avant de le modéliser, pour tout, et enlever éventuellement tout ce qui est lié au bâtiment, tout ce qui est lié à la végétation, ce genre de choses, qui n'a pas d'intérêt dans la modélisation du terrain. Mais ce n'est pas dans Revit non plus qu'on va le faire. Oui, après, pour mieux traiter les nuages de points, mais là, on va repasser par un autre logiciel qui est le RecaPro, qui est fait justement spécifiquement pour traiter les fichiers pareils. Mais dans Revit, en tout cas, moi, je n'ai pas l'information comment vraiment aller. De toute façon, ce n'est pas le but, ce n'est pas dédié à ça. Oui. Mais je suis certaine qu'avec RecaPro, oui, parce que c'est un logiciel qui est dédié. Oui, tout à fait. Recap, il va permettre de faire en tout cas au moins tout le nettoyage du Exactement, oui. de points pour vraiment s'en servir derrière éventuellement pour l'utiliser. Donc les différentes méthodes pour représenter les dénivelés, on peut afficher. Je ne sais pas si dans Revit, il n'y a pas les courbes de niveau. Pardon? J'ai un doute là sur le fait qu'il peut représenter un MNT, Revit, mais les courbes de niveau, les courbes de niveau, elles ont été calculées ou dessinées en amont dans un logiciel comme Cobadis, par exemple. Oui, c'est ça. Après, dans Revit, on a juste la possibilité de créer des niveaux par rapport à des points précis. Mais après, pour gérer plus en détail, c'est vraiment dans des logiciels dédiés. OK. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. De toute façon, n'hésitez pas via l'adresse webinaire@geo-media.com. Vous pouvez encore poser vos questions. On y répondra. On reviendra vers vous pour les différentes demandes, soit des demandes liées à des tarifs, des demandes liées à des formations spécifiques, des demandes liées à des questions techniques sur tel ou tel logiciel. Vous n'hésitez pas à poser vos questions. On arrive donc au bout de ce webinaire. Je remercie encore une fois Ilige pour sa présentation, Chloé, et puis je vous remercie tous de votre participation, en espérant qu'on a été clair, qu'on a pu répondre, et si ce n'est pas le cas, encore une fois, on est en mesure d'y répondre via les questions que vous nous posez. Merci à tous. Je souhaite une bonne fin de journée et puis à bientôt sur un prochain webinaire.